Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est la fin de ce chapitre consacré à Rome. Nous allons voir en quoi finalement la République romaine est partie à la conquête du bassin méditerranéen. Alors vous voyez, ces conquêtes sont allées assez vite et surtout le territoire conquis par Rome est gigantesque. Regardez, Rome au début c'est une cité-État, un petit peu sur le modèle des cités grecques, on l'a ici en violet. À l'occasion du IIIe siècle, elle s'empare d'une grande partie de l'Italie actuelle. Et ensuite, vous voyez du bassin méditerranéen, là, c'est ce qui est en orange, et au 1er siècle avant Jésus-Christ, de l'Égypte. Alors l'Égypte, c'est très important parce que c'est ce que l'on appelait le grenier à blé de Rome. C'était vraiment une région très fertile grâce au Nil où on faisait pousser énormément de blé qui servait à nourrir la population de Rome. Et la Gaule, même s'il faudrait plutôt employer un pluriel parce qu'il y avait plusieurs types de Gaule, dont déjà la Gaule narbonnaise qui, elle, était déjà romaine. Donc l'idée qui est... Bon, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, autant la fois précédente, je vous avais demandé de compléter un schéma sur le fonctionnement politique de la République, là, je vous demandais de colorier une carte qui est très simplifiée, mais où finalement, vous allez utiliser 3 couleurs. Ce qui est en 1, vous le faites en rouge, c'est Rome jusqu'en moins 272, donc en gros c'est l'Italie là. En 2, c'est ce qu'elle va conquérir jusqu'en moins 146, donc la Corse, la Sardaigne, la Sicile et la Grèce, en remontant un petit peu ici là vers l'actuelle Croatie. Et puis 3, les conquêtes les plus récentes, que ça vous ferez en jaune, donc l'Espagne, sauf cette partie-là, cette partie n'est pas conquise, le nord de l'Espagne, mais donc cette partie-là, les Gaules, Chypre, ici, une partie de la Turquie et on redescend jusqu'à la Palestine, et puis l'Égypte, là, en remontant jusqu'à l'actuelle Tunisie. Alors, vous voyez, ce n'est pas exactement les mêmes cartes, parce que là, ils se sont centrés sur cette ville, Carthage, où vous avez une victoire romaine en moins 146. Il faut savoir que Carthage, c'était la grande rivale de Rome. Elles se sont opposées à 3 reprises, Rome et Carthage, lors de ce qu'on appelle les guerres puniques. Et même durant une de ces guerres puniques, il y a Hannibal qui est parti avec ses éléphants, qui est arrivé en Espagne, qui a remonté, qui a traversé les Pyrénées, qui a traversé les Alpes et qui est arrivé devant Rome. Sauf qu'Hannibal n'ayant pas eu de soutien, il n'a pas pu véritablement s'emparer de Rome, et ça n'a pas été un succès pour Carthage, même si l'opération militaire fut très impressionnante. Donc quoi qu'il en soit, quand Carthage est définitivement vaincu en moins 146, Rome n'a plus d'adversaire véritablement pour dominer la mer Méditerranée. Et du coup, eh bien, les Romains vont en profiter pour s'emparer d'autres territoires, et notamment un célèbre consul, Jules César, qui va s'emparer des Gaules. Donc Jules César, on l'a ici. Donc je répète, tout d'abord c'est Carthage qui est vaincu, ensuite c'est César qui est vainqueur des Gaules lors de la bataille d'Alésia en moins 52, lorsqu'il arrive à vaincre Vercingétorix. Et ensuite finalement il profite des richesses pour distribuer beaucoup d'argent à ses soldats, pour devenir très populaire. Et en moins 44, il décide de devenir dictateur à vie. Donc de dictateur... c'était, voilà, on donne les pleins pouvoirs à une personne lorsqu'on est à une période de crise, sauf que si vous êtes dictateur à vie, ça casse un peu l'idée initiale. Hein. Et là, il y a un groupe de sénateurs qui se disent, si Jules César devient dictateur à vie, finalement, c'en est fini du pouvoir de la République, c'en est fini du pouvoir des magistrats et du Sénat, Jules César pourra diriger seul. Et donc, Jules César va être assassiné en moins 44, par les républicains, ce que vous avez ici sur cette peinture, dont un de ses fils adoptifs, Brutus. Jules César avait plusieurs fils adoptifs. Hein. C'était fréquent d'adopter des enfants, c'était une façon de faire des alliances entre familles, mais en fait on pouvait adopter des enfants qui avaient déjà des parents. Alors, en fait l'adoption à Rome n'est pas la même chose que l'adoption telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui en France. C'est pas parce que Jules César va adopter Brutus que Brutus vivait chez César en fait, pas du tout. Ça veut juste dire que il avait une proximité avec lui. Et du coup, quand il se fait assassiner par Brutus, Jules César a cette phrase assez forte, il a dit « Toi aussi, mon fils ». Quoi qu'il en soit, une fois Jules César éliminé, ça ne va pas s'arrêter.
parce que Jules César avait des soutiens. Octave, son neveu et aussi fils adoptif, et Marc-Antoine, un général parmi ses soldats et grand ami. Et Octave et Marc-Antoine vont faire une alliance pour éliminer les républicains. Et ça, on est en moins 42. Donc Jules César élimine en moins 44, les républicains éliminent en moins 42, et ensuite, donc il reste Octave et Marc-Antoine. Là, les choses vont rapidement dégénérer entre les deux. Marc-Antoine vit surtout en Égypte, auprès de la célèbre reine Cléopâtre, et du coup, Octave en profite pour devenir populaire à Rome, et pour dire que finalement, Marc-Antoine est indigne de diriger un empire s'il ne siège pas dans la capitale, et va finalement monter les sénateurs contre Marc-Antoine, et l'éliminer à son tour. Octave élimine Marc-Antoine lors de la bataille navale d'Actium, probablement la plus grande bataille navale de l'Antiquité. Donc on le voit sur cette carte mentale, en quelque sorte. Jules César est éliminé, puis les républicains sont éliminés, puis Marc-Antoine est éliminé. Il ne reste plus que Octave au pouvoir en moins 27. Désormais, il gouverne seul. Alors il gouverne si bien seul qu'il va changer de nom. Un petit peu comme les Pokémon qui évoluent, vous voyez, là on a Salamèche qui devient un Reptincelle, et bien là on a Octave qui devient Auguste, Auguste qui signifie l'aimé des dieux, et il va mettre fin au régime politique de la République pour fonder l'Empire. L'Empire, c'est-à-dire un régime politique dirigé par un empereur. Et à partir de là, donc débute un nouveau régime politique, où ce sont des empereurs qui sont au pouvoir de façon héréditaire. Le Sénat existe encore, mais c'est plus un statut honorifique qu'un réel pouvoir politique. Et on voit qu'on justifie les mythes pour justifier le pouvoir des empereurs et leur conquête. C'est-à-dire que si Virgile, que l'on a vu, parle de Iule et dit Iule, le fils d'Énée, qui est le descendant de Iulius César, ben c'est une façon de valoriser Jules César, qui lui-même est l'oncle de Auguste. Donc la mythologie, elle a un réel rôle politique. D'ailleurs, là, vous voyez Cupidon, c'est-à-dire associé à la déesse Vénus, qui est donc le lointain descendant de Auguste. Donc on se sert de la religion pour justifier le pouvoir politique et pour justifier donc ce régime politique de l'Empire où un seul dirige. Alors je vous avais parlé des mythes d'Énée qui avaient continué de nous influencer. Alors vous voyez là, c'est la BD de science-fiction, Le Dernier Troyen, où vous avez donc Énée, mais représenté à la tête de vaisseaux spatiaux. Bon, moi je trouve ça assez intéressant finalement de voir que ce mythe a survécu dans la science-fiction. Et là vous avez de l'heroic fantasy de David Gemmell, qui s'appelle Troie, tout simplement, et qui donne le récit de Troie à travers deux personnages, Ulysse et Énée. D'ailleurs, c'est très fréquent que par la suite on fasse résonner ces deux personnages qui sont les personnages les plus célèbres. Ulysse, c'est vraiment le héros le plus célèbre du monde grec. Énée, c'est le héros le plus célèbre du monde latin. Donc, quoi qu'il en soit, vous voyez dans ce chapitre comment on est passé de la religion, du mythe, donc, à l'histoire, parce que l'histoire se construit à travers le mythe. Les hommes puissants vont réutiliser ces mythes pour justifier leur prise de pouvoir. Donc n'oubliez pas de colorier cette carte, de compléter aussi la carte mentale si ce n'est pas fait sur la vidéo précédente. Complétez aussi avec les mots-clés le cours à trous que je vous ai distribué. Et puis, bien, on se revoit après les vacances en présentiel pour continuer notre programme d'histoire-géographie. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes vacances. Prenez soin de vous, faites plein de sport parce que c'est important, et lisez beaucoup parce que ça rend intelligent. Et je vous dis à très 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 bientôt, et n'oubliez pas aussi de faire pas mal de musique.